Bienvenue chers de la télévision rwandaise, toujours encore un plaisir d'être avec vous pour cette grande édition du journal, la grande édition du journal en langue française. À la présentation, je suis Edi Sabiti. Tout de suite, on arrive notamment avec l'actualité en rapport avec la commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis. Vous l'aurez compris, avec cet indicatif, nous poursuivons les nouvelles toujours en rapport avec la commémoration pour la 30e fois de suite du génocide perpétré contre les Tutsis, où aujourd'hui on marque une pause sur la date du 18 avril 1994, où le gouvernement génocidaire avait poursuivi à appeler à la masse populaire à poursuivre les massacres, sinon le génocide perpétré contre les Tutsis sur les 4 coins du pays, comme nous les indique ici notre confrère Jean Damascène Manishimwe. Le 18 avril 1994, les membres du gouvernement génocidaire, dont Edouard Karemera, qui devait être ministre de l'Intérieur, sont allés à Gitarama inciter la population à commettre le génocide. Ce jour-là, le président du gouvernement génocidaire, Théodore Sindikubwabo, est allé, lui, à Gikongoro, au sud du pays, et a tenu une réunion avec les autorités de cette préfecture pour planifier la mise en œuvre du génocide à Murambi, Tchanika et Kadoura sur toute l'étendue de la préfecture de Gikongoro. Le 18 avril rappelle aussi les massacres de Tutsis à Mourire et à Sovu, dans le district de Rwamagana à l'est du pays. Sur cette colline de Mourire, des véhicules ont amené des miliciens et tous les policiers de la commune qui commencèrent à tirer sur les réfugiés avec les armes à feu. Sur cette colline étaient rassemblés des Tutsis venant des secteurs Nzige, Gahengeri, Ruona, Rutonde et Bichumbi, tous du district actuel de Rwamagana. Les tueurs ont continué à tirer et les Tutsis se sont découragés car ils étaient à court de pierres et de bâtons alors que les tueurs redoublaient de force. Près de 15 000 Tutsis furent tués sur place, tandis que d'autres l'étaient à divers autres endroits et barrières. Les milliers de Tutsis ont été tués également à Gatkwaro dans l'ancienne préfecture de Kiwuye, à l'ouest du pays. Les Tutsis ont été amenés au stade par les autorités de cette préfecture. La plupart des réfugiés qui ont été amenés au stade Gatkwaro étaient des survivants des massacres antérieurs comme celui de l'église de Kiwuye et du Homme Saint-Jean, celui de l'église de Mubuga et d'autres endroits. Le 18 avril a été endeuillé aussi par les massacres de Tutsis dans l'ancienne commune Kamonyi, dans la province du Sud. Les Tutsis qui s'étaient réfugiés à cette paroisse de Kamonyi se sont vus refuser l'entrée à l'église. L'on ne saurait passer sous silence les massacres de Tutsis à la paroisse de Nhanga, dans le district de Rusizi, à l'ouest du pays, et au secteur Simbi, dans le district de Huye, au sud du Rwanda. Le 18 avril 1994, les Tutsis furent tués à Karengera, dans l'ancienne préfecture de Kyangugu, à l'hôpital de Mibirizi, dans la commune Kimbogo, toujours dans l'ancienne préfecture de Kyangugu. Le même jour, dans la commune Kigembe, dans la préfecture de Butare, au sud du Rwanda, ont été tués entre 2000 et 3000 Tutsis. Merci beaucoup à Jean Damascène Manishimwe. Toujours au même chapitre de commémoration pour la 30e fois de suite du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda. Les anciens bourreaux, ceux-là qui ont participé au génocide commis contre les Tutsis, notamment dans le district de Rubavu, appellent aujourd'hui, lancent un appel, tous ceux-là qui nient et dénigrent et renient les faits de ce qui s'est passé, d'admettre la réalité de la vérité tragique du génocide perpétré contre les Tutsis et surtout à partager avec ceux-là qui fuient cette réalité, car cela va permettre à la jeunesse rwandaise de se débarrasser de l'idéologie génocidaire. C'est dans un récit de Nili Dandi. Patrick. Kanare Emerance fait partie des rescapés du génocide contre les Tutsis qui ont gardé des graves séquelles de cette tragédie. Cette mère indique que même si elle a été soignée et guérie, les cicatrices qu'elle porte sont les preuves de la brutalité de ces génocides qui a été
planifié. Déjà en 1992, les tueurs couraient après moi. Ils m'ont déshabillé. Ils me demandaient de danser pour eux et me frappaient. En 1994, la situation s'est fortement détériorée. Ils m'ont poursuivi en utilisant même des chiens jusqu'à ce qu'ils m'ont attrapé et m'ont frappé avec des armes traditionnelles sur toutes les parties de mon corps, notamment sur les différents membres de mon corps. La cruauté et la brutalité du génocide contre les Tutsis ont été planifiées et soutenues par ceux qui y ont participé. Ce qu'ils ont fait est tellement surnaturel, c'est difficile à imaginer. Le génocide qui s'est passé au Rwanda n'a rien de comparable en termes de cruauté avec les autres génocides. Il a commencé bien avant, en 1973, mais aussi en 1982. Il y a eu des tueries. Dans les années 90, l'horreur a dépassé l'entendement. Je suis contre ceux qui disent que ce génocide n'a pas été préparé. Si les présidents de la République de l'époque pouvaient annoncer clairement ses intentions, les présidents du parti au pouvoir, tous les deux l'ont déclaré. Nous avons été formés par la suite dans ces camps militaires. Le génocide a bien eu lieu, au vu et au su de tout le monde. Ceux qui nient cette réalité sont des menteurs. La plupart parmi nous avons participé à ces crimes. Si aujourd'hui, l'État a choisi de nous pardonner et de nous relâcher, nous sommes conscients que ce génocide a bien eu lieu. Tant les survivants du génocide que ceux qui y ont participé estiment qu'accepter la vérité sur l'histoire du génocide est la seule chose qui peut aider à empêcher les générations actuelles de retomber sur cette idéologie du génocide. Ils indiquent donc qu'ils ont un devoir dans la lutte contre cette idéologie de la mort. Et puis, au moment où le Rwanda commémore pour la 30e fois de suite le génocide perpétré contre les Tutsis et surtout continue d'honorer la mémoire des victimes, les analystes estiment que même si quelques leçons ont été apprises et surtout tirées du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994, cependant, le monde semble ne pas avoir suffisamment appris sur ce génocide. Comme nous les indique ici Jean Damascène Manishim. Le Rwanda continue de pleurer ses fils et filles, massacrés pendant le génocide perpétré contre les Tutsis il y a de cela 30 ans, car le génocide est un passé qui ne passe pas. Jean-François Dupaquier, journaliste et écrivain français, regrette que le racisme qui engendre le génocide s'observe encore aujourd'hui dans le monde. Et nous avons envoyé des messages aussi forts que possible. Jean-Pierre Chrétien l'a fait aussi et d'autres. Pourquoi ces messages n'ont pas été entendus? Pourquoi les appels désespérés de Jean Carbonard n'ont pas été entendus? Pourquoi les alertes du général Varret n'ont pas été entendues? Pourquoi les alertes du colonel Galinier, qui disait que l'armée et la gendarmerie rwandaise voulaient exterminer les Tutsis, n'ont pas été entendues? Ils n'ont pas été entendus parce qu'on ne voulait pas les entendre. Et on ne voulait pas les entendre par un mélange d'indifférence et de racisme. Le racisme, c'est la clé d'une très grande partie de la tragédie. Le racisme n'a pas toujours besoin d'ordre. Le racisme, c'est l'idéologie pour les nuls. C'est pourquoi cette idéologie a autant de succès depuis le milieu du XVIe siècle. Même si beaucoup a été réalisé, notamment dans la poursuite des suspects génocidaires qui avaient fui le Rwanda, l'écrivain français Daniel Escornet estimait que la communauté internationale devrait aller plus loin pour protéger le monde contre des tragédies similaires au génocide perpétré contre les Tutsis. Je pense que cette communauté internationale doit faire un nouveau pas, et ce nouveau pas, c'est certainement la prévention des processus génocidaires.
il faudrait qu'en cas de processus génocidaire, l'ONU ne puisse, aucun État membre du Conseil de sécurité ne puisse imposer son droit de veto, ne puisse bloquer l'intervention internationale comme cela a eu lieu dans tous les génocides. Ce serait un premier pas au moment où le droit international s'effondre et où il faut redonner un sens à ce droit international. Puisque c'est le seul crime de masse qu'on peut prévenir. Les crimes de guerre sont tout à fait terribles et les victimes souffrent autant. Mais le génocide, qui vise un groupe humain en tant que tel, se prépare longuement. Et donc on a aujourd'hui toutes les connaissances pour prévenir, et c'est le premier pas de paix qu'on pourrait faire ensemble. Je pense qu'il apporte des connaissances nouvelles pour traiter ces cas de massacres de masse qui actuellement se développent sur toute la planète. Le journaliste et passionné pour la justice au Rwanda, Sehene Ruvugiro Emmanuel, espère pour sa part que le monde aura beaucoup appris du génocide des Tutsis au Rwanda, mais déplore tout de même la passivité persistante de la communauté internationale face aux crimes de masse que le monde vit encore aujourd'hui. La communauté internationale, par le truchement de la justice donnée au génocide perpétré contre les Tutsis, a eu des leçons. A eu des leçons sur certains crimes, mais c'est comme si, encore une fois, elle a été sourde au regard de ce qui se passe, par exemple, en République démocratique du Congo. Après le 1945, après le Nevahagen, après la Shoah, on se disait, voilà, il n'y aura plus de génocide. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un génocide au Rwanda et que non seulement la communauté internationale observait tout ça, assistait à tout ça, mais elle était là comme acteur. Le rôle de la France ici. Hein, vous comprenez le rôle de la France ici? Même si pénalement la France n'a pas été tenue responsable, mais officiellement, administrativement, elle est responsable et cela a été reconnu. Mais, alors on se pose la question maintenant. Si ceux qui ont perpétré le génocide ont passé la frontière Rwanda-Zaïre avec leurs armes, ont exporté le génocide sur le sol zaïrois, aujourd'hui congolais, et qu'aujourd'hui, cette même idéologie a généré des actes de génocide qui est en train maintenant de se perpétrer, de se faire. Peut-être pas encore à grande échelle, mais au regard des gens qui ont fui les massacres, au regard des gens qui sont en train d'être brûlés vifs, au regard de ce que montrent les médias sociaux et les médias internationaux, on se demande que fait par exemple la SADC? Où est la France? Où sont les États-Unis? Où sont les grandes puissances dans tout cela pour venir et dire, voilà, le génocide, partout où ça s'est passé, ça commence par là, et si on n'arrête pas, ça va arriver à un vrai génocide consommé. Malgré le mal indicible qu'a apporté le génocide perpétré contre les Tutsis, Daniel Escornet est d'avis que la résilience des rescapés du génocide des Tutsis donne aussi une leçon importante au monde entier. C'est la première fois dans l'histoire des génocides, la première fois dans l'histoire de l'humanité, que les victimes sont celles qui refont société. Parce que dans tous les génocides précédents, si vous les relisez, ce génocide permet aussi de relire les génocides précédents. Dans tous les génocides précédents, dans tous les meurtres de masse, moi je pense à mes amis irradiés
de Hiroshima, Nagasaki, avec qui j'ai travaillé, ces populations demeurent stigmatisées. Elles deviennent les populations les plus pauvres. Ça a été vrai pour tous les génocides. Et là, ce n'est pas le cas. C'est une nouveauté absolue dans l'histoire des génocides. Ce sont les victimes, avec leurs frères et sœurs qui les ont libérés, qui refont société. Ce ne sont pas les organismes extérieurs, ce ne sont pas les ONG, ce sont les Rwandais et les Rwandaises qui refont société. Ce sont eux qui refont famille. Il n'y avait plus d'arbre généalogique, plus de troncs, plus de branches, quelques brindilles isolées. Et pourtant, les enfants sont autour, 10, 20, 30 enfants chacune, qu'elles vont mener aux études supérieures et qui vont vers les dirigeants d'aujourd'hui du Rwanda. Donc, des femmes qui, d'un seul coup, en Afrique, vont basculer la société patriarcale. Alors que, on l'a vu dans les Premières et Secondes Guerres mondiales, même quand les femmes avaient repris un peu de position dans la société parce que les hommes avaient disparu, parce qu'ils étaient tués, parce qu'ils étaient prisonniers, dès qu'on revenait à l'activité habituelle, le droit des femmes régressait. Ce n'est pas le cas au Rwanda. Et 30 ans après le génocide commis contre les Tutsis, de plus en plus de voix s'élèvent pour souhaiter que tout soit mis en œuvre pour que le plus jamais ça décidé après l'Holocauste devienne une réalité, contrairement à ce qu'a vécu le Rwanda en 1994. Alors, poursuivons notre édition du journal avec le Rwanda, qui est le pays à l'honneur au festival, plutôt au marché des arts du spectacle africain d'Abidjan, le Massa, qui se déroule pour la 13e édition. Il s'agit ici, pour les participants à ce marché, de profiter pour connaître davantage comment l'art et la culture rwandaise ont constitué des outils importants, notamment sur le chemin de la reconstruction du Rwanda, et ce, après le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, comme on va le suivre dans ce reportage de Amandine Ndiku Massabo, dans un récit de Charlène Fouraha. Le Massa a 30 ans, le Massa est à sa 13e édition. C'est un grand rendez-vous culturel qui rassemble tous les pays africains de la sous-région autour de 9 disciplines, les arts de la scène, les arts vivants, notamment cirque, marionnette, conte, danse, humour, théâtre, slam, musique. Parmi 300 spectacles au programme qui ont été réalisés par tous les pays africains présents au Massa, le Rwanda a transmis sa culture à travers la danse traditionnelle, présentée par Urucherereza, le théâtre et la description des arts plastiques, qui seront présentés par Rwanda Arts Initiatives. À ce grand événement culturel, le Massa, la secrétaire d'État au ministère rwandais de la Jeunesse et des Arts a indiqué qu'au cœur du récit de la reconstruction du Rwanda réside un témoignage du pouvoir transformateur des arts et de la culture. Elle a ajouté ce que représente pour le Rwanda le fait d'être invité comme pays d'honneur. C'est avec beaucoup de gratitude que je me joins à vous ce soir pour exprimer les remerciements du gouvernement du Rwanda pour cette invitation comme pays d'honneur à cette rencontre prestigieuse qui est le marché des arts du spectacle africain d'Abidjan. Célébrer 30 ans du Massa est une étape dans les chroniques des arts africains qui souligne le lien indéfectible de la culture unissant tout notre continent tout en créant des ponts avec le reste du monde. Dans cet esprit, je tiens particulièrement à saluer l'amitié et la coopération entre la Côte d'Ivoire et mon pays, le Rwanda, qui est une marque de notre engagement commun grandissant en faveur des partenariats sud-sud.
Excellences, distingués invités, au cœur du récit de la reconstruction du Rwanda réside un témoignage du pouvoir transformateur des arts et de la culture. À la suite du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, notre nation s'est engagée sur la voie du développement socio-économique et de la réconciliation. Et nous avons fait appel à notre culture et à la créativité comme des catalyseurs afin de soigner les cœurs et les corps meurtris, tout en promouvant l'unité nationale. Massamba, qui représente Urucherereza, décrit l'atmosphère. C'était fou de joie. J'ai beaucoup aimé le public d'ici, le public abidjanais, comme on dit. Ils sont enthousiastes, ils aiment bien et ils ont découvert quand même une culture, une danse que pour moi, j'ai vu qu'on dirait que c'était la première fois qu'ils voient ça. Et cela me donne une idée de pouvoir quand même faire beaucoup d'efforts à participer dans beaucoup de festivals pour pouvoir exhiber, pour pouvoir montrer notre culture et pouvoir faire partager avec d'autres cultures du monde, d'Afrique. Cette édition met en lumière 2 pays spéciaux, le Rwanda en tant qu'invité d'honneur et la Corée du Sud en tant qu'invité spécial. Charlène Fourara pour la télévision rwandaise. Merci beaucoup donc à Charlène et Amandine. Et puis dans le secteur de l'éducation à présent, 3,4 millions de personnes, soit un quart de toute la population rwandaise, se trouvent aujourd'hui sur le banc de l'école. L'État, le gouvernement du Rwanda doit débourser chaque année environ 110 milliards de francs rwandais pour notamment le financement des différentes activités scolaires pour élèves et étudiants dans le secteur de l'éducation publique, mais aussi pour l'alimentation scolaire des enfants, comme nous le raconte ici Patrick Nilidandi. Devant les 2 chambres réunies du Parlement, le Premier ministre rwandais, Dr Edouard Ngirente, est revenu sur les différentes réformes qui ont été menées à tous les niveaux du secteur éducatif et dans l'enseignement général visant à amener le pays à une éducation de qualité. À titre d'exemple, il a mentionné l'augmentation du budget alloué à l'enseignement primaire et secondaire qui est passé des 14 milliards au cours de l'exercice 2017-2018 pour atteindre 23 milliards de francs rwandais en 2023-2024. Le financement de l'alimentation des élèves des écoles primaires et secondaires a atteint 90 milliards contre 6 milliards pour l'année scolaire 2017-2018. C'est la raison pour laquelle nous avons entamé ces réformes. Par exemple, au cours des 4 dernières années, nous avons entamé d'abord des réformes au niveau des écoles primaires, et puis secondaires, et enfin universitaires. Dans le secteur éducatif, les réformes doivent être adaptées. Par exemple, pour ceux qui évoluent dans les TTC, les futurs enseignants, cela fait 4 ans qu'ils se sont familiarisés avec cette réforme. Et c'est maintenant que cela va être mis en œuvre. Pour avoir des résultats de cette réforme, il faut attendre entre 2 ou 3 ans. Les députés et sénateurs se sont déclarés satisfaits de progrès réalisés dans le domaine de l'éducation au cours de 7 dernières années, tout en indiquant que le chemin reste encore long pour atteindre tous les objectifs. J'aimerais féliciter le gouvernement pour le travail réalisé. Moi, en tant que personne, ayant suivi de près ces différentes réformes, si on doit comparer avec ce qui est fait dans d'autres pays, on peut dire que notre gouvernement a fait des réalisations extraordinaires. Les inscriptions dans les écoles professionnelles ont augmenté de 28% en 7 ans, passant de 69 976 en 2007 à 87 264 en 2024. Les inscriptions dans les écoles professionnelles sont passées de 31,1% en 2017 à 43%
tandis que l'objectif est d'atteindre 60% d'ici à juin de cette année. Actuellement, dans les écoles professionnelles, environ 40 cours différents sont dispensés en matière d'économie nationale. La qualité de l'enseignement dans les écoles privées est également évaluée. Il existe des infrastructures qui sont prévues dans ces écoles, dont des ordinateurs, comme l'a mentionné le ministre de l'Éducation, Gaspard Twagirayezu. Les étudiants au niveau universitaire ont augmenté de 28,6% au cours de ces dernières années, puisqu'en 2022-2023, ils ont atteint 106 129 contre 75 713 en 2017-2018. Dans les réformes opérées, l'Université du Rwanda sera composée de 7 collèges, dont 3 qui seront opérationnels en district de Huye. D'autres seront répartis à Kayonza, Musanze, Nyarugenge et Nyagatare. Chaque collège aura sa propre administration, avec à sa tête un principal. Le nombre de programmes académiques est passé de 161 à 88. Les années d'études sont passées de 3 à 4, comme d'habitude, et la première année est dispensée en anglais. La période pendant laquelle les étudiants peuvent bénéficier d'une aide financière est passée de 10 à 13 mois. Abarimu ba kaminuza n'abayoboraga batugaragarije ndetse natwe ubwacu abakoresha. Les professeurs, les responsables d'université, mais aussi des employeurs indiquent que des fois, lorsqu'on veut engager certains étudiants ayant terminé leurs études, on constate que certains ont des lacunes. Et nous pensons que c'est de notre responsabilité, en tant que gouvernement, d'opérer des réformes. Certains enseignants sont obligés de donner des cours dans plusieurs institutions. Ils sont même surnommés Tour du Rwanda. Ils enseignent à la fois à Rusizi, Huye, Nyagatare et Kigali. Il y a de quoi que cet enseignant fasse 1 ou 2 heures à chaque collège pour pouvoir atteindre chaque destination et l'objectif assigné. C'est impossible pour cet enseignant de se concentrer sur son travail, raison pour laquelle nous avons mené cette réforme. Le Premier ministre, Dr Edouard Girene, a souligné que la démographie ne cesse d'augmenter au Rwanda avec un taux de 2,7%, ce qui a un incident sur le nombre d'élèves, rendant nécessaire la création de 430 000 nouvelles places dans les écoles et un coût de plus de 15 milliards de francs rwandais. Actuellement, le nombre moyen d'élèves par classe se situe entre 52 et 56 élèves, mais l'objectif est d'atteindre 46 élèves par classe. Ainsi donc prend fin notre édition d'aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez bien fidèles au programme de la télévision rwandaise. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement. Au revoir.